y a eu ces problèmes-là, c'est la faute de l'école. Donc déduction logique, c'est si l'école est le problème, elle est aussi la solution. L'éducation, c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis. On a cette possibilité de l'éducation populaire gratuite pour tous, 24 heures sur 24, permanente, qui est formidable, toute la science à portée de clic. Mais est-ce qu'on s'en saisit correctement ? Et pour moi, c'est aussi ça le rôle de l'école et des adultes. Puzzle, un podcast du service recherche de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France. Épisode 4. Les chiffres, c'est pas mon truc. On entend souvent « les chiffres, c'est pas mon truc ». Alors comment aider les élèves à surmonter leurs difficultés et leurs blocages, de sorte à ce qu'on entende moins cette phrase ? Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué avec Thomas de Vittori ce que sont les mathématiques, bien au-delà des chiffres et du savoir compter. Nous avons mis en lumière leur dimension sociale et évolutive et l'importance de leur histoire dans leur compréhension et leur appropriation. Les maths servent à résoudre des problèmes, mais comment résoudre le problème de l'apprentissage des mathématiques ? C'est tout l'objet de l'épisode d'aujourd'hui avec Thomas de Vittori, qui est maître de conférences habilité à diriger des recherches en didactique des mathématiques au laboratoire mathématique de Lens et enseignant à l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France sur le site de Douai. Aujourd'hui, on parle didactique des mathématiques avec une approche renouvelée. Bonjour Thomas. Bonjour Mylène. Un de tes grands axes de travail porte sur la didactique des mathématiques en situation d'apprentissage en classe. Quelles sont les questions que tu te poses aujourd'hui dans ton activité de recherche et avec quelle méthode les approches-tu ? Alors je crois que tout d'abord, il faut préciser effectivement ce qu'est la didactique des mathématiques et en quoi ce que je fais relève bien de la didactique des mathématiques. Les principales questions que je me pose, en fait, elles sont assez simples, même si les réponses vont être compliquées ensuite. C'est lorsque les élèves sont en situation scolaire, déjà, est-ce qu'ils apprennent quelque chose ? Et si jamais ils apprennent quelque chose, qu'est-ce qu'ils apprennent ? Et en fonction de quel mode d'apprentissage, de quelle manière l'enseignant peut les aider à apprendre mieux. Et aussi, qu'est-ce que l'enseignant donc, va proposer comme contenu pour que les élèves s'approprient plus ou moins les notions qui lui sont proposées. Donc en fait, les situations qui moi m'intéressent sont les situations donc, que l'on appelle parfois des situations d'enseignement ordinaire, c'est-à-dire ce sont les élèves dans la classe, en situation avec leur enseignant, donc que ce soit du premier ou du second degré, lorsqu'ils font des séances de mathématiques. Et donc, c'est là qu'on va essayer de regarder si les élèves apprennent des mathématiques, puisque c'est quand même l'une des finalités de l'enseignement. Au niveau de la recherche en didactique des mathématiques, il y a énormément d'éléments qui peuvent être regardés. Je fais une petite parenthèse, c'est-à-dire que lorsqu'on étudie une situation de classe, il y a évidemment les contenus que l'on peut interroger. Donc c'est en cela que c'est de la didactique des mathématiques, parce que on s'interroge justement sur les contenus mathématiques et pas sur autre chose. Il y a des tas d'autres domaines de recherche. Les podcasts Puzzle ont illustré ça très bien. On peut s'intéresser à des dimensions psycho-émotionnelles ou des dimensions franchement psychologiques sur les situations d'apprentissage. Donc ce n'est pas le champ dans lequel je me situe, même si ça m'intéresse. Le domaine dans lequel je travaille, c'est vraiment donc étudier les situations d'apprentissage en ce qu'elles concernent les mathématiques. Et uniquement dans cette dimension-là. Au niveau des approches, il y a aussi deux grandes familles d'approches, évidemment. Soit on a une approche plutôt qualitative, où on va plutôt essayer d'aller analyser d'assez près ce que l'élève fait, produit, ou ce que l'enseignant fait, produit. Depuis quelques années, moi je me suis orienté plutôt sur des recherches de type quantitative, et donc qui sont un tout petit peu plus innovantes dans le contexte de la didactique des mathématiques, historiquement, telle qu'elle s'est développée en France. Donc mon travail actuellement, c'est d'interroger les situations d'apprentissage à différentes échelles
dans lequel j'essaye de trouver des indicateurs, effectivement des indicateurs qui me permettent d'avoir un traitement quantitatif dessus. Et parmi donc ces approches quantitatives, donc celles sur lesquelles je suis en train de plus travailler, c'est vraiment les situations de changement d'échelle et ce qu'on appelle parfois le passage à l'échelle. On a évoqué dans l'épisode précédent le fait qu'il y avait un certain nombre d'incitations à l'utilisation de l'histoire des mathématiques, de l'histoire des mathématiques en classe. Quel est l'effet de mettre un exercice dans un manuel qui va être en fait distribué à environ 17 000 exemplaires à l'échelle de la France? Ce n'est pas la même chose que d'avoir une situation dans laquelle on va regarder ce qui se passe à l'échelle d'une classe dans laquelle on propose une activité qu'on a travaillée explicitement dans le cadre de ce qu'on appelle parfois de l'ingénierie didactique. Donc en fait, mon travail actuel est vraiment d'essayer de traiter des effectifs grands, si possible, avec des échantillons le plus larges possible pour essayer de voir si on peut observer des régularités ou non, des éléments que l'on ne verrait pas si on traite uniquement à une toute petite échelle, voire une échelle très micro si on s'intéresse qu'à l'élève. Pour résoudre ces questions, peux-tu nous parler d'un projet de recherche que tu as mené sur la didactique des mathématiques et de ce que tu as observé? Alors oui, bien sûr. Donc, parmi les questions qui m'interrogent et qui sont en fait assez récurrentes dans le domaine, se pose la question de la place du récit en fait dans les situations d'enseignement de mathématiques, et on va voir par la suite dans les situations où on va utiliser ce qu'on appelle scientifiquement l'histoire des mathématiques. Donc l'une des recherches que j'ai menées et qui s'est terminée là très récemment portait justement sur la place du récit avec des élèves donc de CM2 et de 6e dans une situation d'apprentissage en mathématiques. L'idée qui était derrière, c'était d'aller tester si les élèves en fait étaient sensibles à la véracité du récit ou non. Alors pour le faire très, très simplement, en fait, on a simplement proposé deux formes d'une même activité, d'une même situation. Une avec un récit historique authentique, celui des Babyloniens et de la numération babylonienne, et un autre dans lequel en fait on a introduit un récit complètement fictif qui était celui de Zalluciens. On a inventé des extraterrestres des Zalluciens, et en fait en leur proposant exactement le même contenu mathématique derrière. Donc ça, c'est la question en fait qui animait la recherche, c'est-à-dire est-ce que les élèves vont en fait se comporter différemment selon que ce soit un récit authentique, donc à base historique scientifique, ou alors que ce soit un récit fictif. Alors, au niveau du protocole, il y a eu tout d'abord toute une première étude exploratoire qui a permis effectivement de mettre en évidence ce questionnement, et dans laquelle, en fait, on avait pressenti que les élèves, en fait, ne feraient pas beaucoup de différence entre le récit authentique et le récit imaginaire. Donc, cette étude pilote nous a permis de construire et de stabiliser, en fait, le dispositif. Donc, le dispositif que l'on a mis en place, en fait, comporte une étude comparative de deux groupes d'élèves, donc un groupe test et un groupe témoin. En quelque sorte, le groupe témoin est ce qu'on appelle parfois un groupe témoin actif, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas rien, il avait justement cette situation avec le récit fictif, et l'autre avait le récit donc, d'histoire des mathématiques authentique. Pour le préciser un petit peu, les tâches qui étaient proposées aux élèves, en fait, ça relevait donc de la numération babylonienne. Donc, ils utilisaient en fait le système de numération qu'on appelle cunéiforme, donc en fait où les symboles que l'on utilise pour les chiffres et pour écrire donc les nombres ne sont pas les mêmes. Et la particularité de ce système est de fonctionner en base 60. Donc, aux deux cohortes d'élèves, donc on est sur un travail donc sur plus de 1000 élèves répartis à travers toute la France. Et donc, ces 1000 élèves ont été répartis de manière aléatoire, enfin les classes ont été réparties de manière aléatoire dans le dispositif. Donc, il y avait la moitié des élèves, donc la moitié des classes qui avaient les mathématiques babyloniennes, et l'autre moitié de la classe qui avait les mathématiques zalluciennes, qui n'existent évidemment pas. Et donc, le but a été donc de recueillir ensuite des données, les résultats des élèves sur un certain nombre de petits exercices. La manière dont la séance était menée était libre pour l'enseignant, c'est-à-dire que là, il n'y avait pas d'intervention de recherche là-dessus, mais par contre, il y avait un recueil de données très important sur ce que les élèves arrivaient à faire ou non avec ce système de numération, l'un étant authentique, l'autre étant complètement inventé.
L'autre recueil de données était bien sûr un recueil de données sur le ressenti des élèves, est-ce qu'ils s'étaient sentis impliqués ou non dans ce type d'activité. Et donc le résultat de l'étude est venu en fait confirmer notre pressenti de l'étude exploratoire, c'est qu'en fait les élèves, surtout des élèves aussi jeunes comme ça, CM2, 6e, ne font pas vraiment de différence entre les deux récits. Ils s'impliquent en fait de la même manière, ils se passionnent de la même manière pour les deux récits. On avait une question que je peux vous donner qui était « Aimerais-tu en savoir plus ?» Et donc d'un côté, aimerais-tu en savoir plus sur les Babyloniens, de l'autre côté, aimerais-tu en savoir plus sur les Aluciens? En fait, dans les deux cas, les élèves auraient souhaité en savoir plus sur cette civilisation qu'ils ne connaissaient pas. Donc, alors, au-delà de l'aspect, un peu ludique de cette situation, évidemment, la question qui est importante, c'est est-ce que donc, le récit est l'un des moteurs du fonctionnement de l'utilisation des mathématiques en classe. Et donc, cette première étude a tendance à plutôt appuyer ce résultat. La place donc du récit, et en particulier celui qui est porté par l'enseignant, celui qui est porté par les supports, est certainement un des facteurs qui amène la réussite de ce type d'approche. Et donc on a effectivement une situation qui nous permet de commencer à objectiver quelque chose qui relevait jusqu'à présent uniquement du ressenti de quelques enseignants passionnés. Là, on a quelque chose qui est un petit peu plus solide. On vient d'évoquer les apports du récit dans l'apprentissage et la compréhension des mathématiques. Que peut-on dire plus précisément sur les effets de l'enseignement de l'histoire des mathématiques telle qu'on l'a décrite dans notre premier épisode ? Alors, il y a plusieurs questions en fait, qui relèvent de la place de l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe. L'une des premières est en fait, est-ce que les élèves apprennent mieux les mathématiques? C'est en fait l'une des questions fondamentales de la didactique. Et là aussi, j'ai pu mettre en place un protocole qui a permis d'essayer d'explorer à une échelle donc assez grande la manière dont les élèves apprennent ou pas lorsqu'ils sont mis en situation d'utilisation de l'histoire des mathématiques. Le dispositif est du type étude randomisée contrôlée. Donc dans ce genre de situation, donc on va avoir ce qu'on appelle un pré-test, l'activité ensuite un post-test. Donc ce que j'entends par pré-test ici, ce sont en fait des tâches scolaires ordinaires, comme une dictée de nombres, comme l'écriture d'une décomposition du nombre en centaines, dizaines d'unités. Donc le travail était centré là aussi sur la numération, un peu comme avec les Babyloniens tout à l'heure. Et cette fois-ci, par contre, la situation d'apprentissage avec l'histoire des mathématiques reposait plutôt sur le système de numération ancien chinois, qui a une particularité, c'est que les symboles ne sont pas les mêmes selon qu'on soit au rang des unités, au rang des dizaines, et ensuite on alterne. Donc en fait, ça force la réflexion sur ces différents rangs. Ensuite, le post-test, en fait, c'est exactement le même que le pré-test, c'est-à-dire ce sont de nouveau des tâches mathématiques dans lesquelles on redemande des dictées de nombres, des décompositions de nombres, etc. Donc le but est vraiment très simple, c'est de savoir si, lorsqu'on fait travailler les élèves sur ce système de numération ancien, est-ce que finalement ils vont mieux réussir ensuite les exercices scolaires assez ordinaires que l'on trouve dans tous les manuels. Ici, c'était avec des élèves de 6e. Donc l'approche était encore en randomisée contrôlée sur 1000 élèves, c'est en fait la même cohorte que précédemment. Et donc là, cette fois-ci, on a un vrai groupe témoin, c'est-à-dire qu'il y a bien un groupe pour lequel ils n'ont pas eu la séance d'histoire des mathématiques. Ils ont simplement fait le premier test de mathématiques et ils ont fait quelques semaines plus tard le second test de mathématiques. Et donc là, les résultats sont encore en cours de stabilisation, mais en tout cas, ils apparaissent assez contre-intuitifs, c'est-à-dire que face à la passion que peuvent avoir certains pour l'histoire des mathématiques, dont je suis, en fait, les premiers résultats tendraient à montrer que finalement, les élèves ont plutôt moins bien réussi sur le post-test en ayant fait un petit peu d'histoire des mathématiques dans la séance. Alors, c'est à la fois contre-intuitif et en même temps, ça ouvre des pistes de recherche extrêmement intéressantes parce qu'on est sur une seule activité, évidemment. Une année scolaire, ce n'est pas une seule activité. Et ça ouvre aussi des perspectives sur peut-être un second moteur de l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe, qui est l'effet de déstabilisation des conceptions. Et c'est un élément qui a beaucoup été identifié dans les littératures internationales, c'est que l'histoire des mathématiques, elle vient perturber
et on le fait exprès, on vient perturber les savoirs des élèves à un instant T dans le but de les améliorer. Alors l'effet est visiblement pas immédiat, mais en tout cas, il y a très clairement un effet de perturbation qui reste à étudier et qui est particulièrement riche. Un autre effet que l'on retrouve dans cette étude, c'est l'effet donc d'une stabilisation des risques liés aux stéréotypes de genre. Les tâches mathématiques ordinaires scolaires ont tendance à être mieux réussies par les garçons et moins bien réussies par les filles, du fait de stéréotypes qui ont été très bien identifiés dans toutes les études internationales. C'est-à-dire, ce n'est pas que les filles soient moins bonnes que les garçons, c'est juste qu'elles perçoivent ces tâches, elles ont tendance à se sous-estimer et du coup réussissent moins par un processus d'autodétermination. Ce que je remarque sur cette étude avec l'histoire des mathématiques, c'est qu'en fait, au moment où les élèves font ces activités à support historique, on n'a plus du tout ces stéréotypes de genre et on a une équité parfaite, ce qui aurait tendance à aussi montrer que c'est une situation qui n'est pas ordinaire et que c'est en cela qu'elle est intéressante parce que justement elle n'est pas ordinaire et que du coup elle crée une nouvelle situation d'apprentissage. Enfin, peut-être pour terminer sur cette étude, comment il y a d'autres dimensions évidemment que les dimensions uniquement apprentissage de contenu scolaire. On a évoqué lors du premier épisode toute la richesse de l'ouverture culturelle qu'apporte l'histoire des mathématiques. Ça fait partie des éléments qui sont aussi testés. C'est quand même assez long et coûteux en quelque sorte en temps de mettre en place une expérimentation à grande échelle. Donc on pose beaucoup de questions et on en profite tant qu'on a les élèves. Et l'un des éléments qui était travaillé dans ce contexte-là, c'était de voir si on pouvait modifier la manière dont les élèves perçoivent les mathématiques, en particulier sur la question est-ce que les mathématiques sont le fruit d'un seul homme à un instant T, ce sorte de savant génial. Donc on a évoqué Thalès, Pythagore. Voilà, est-ce que Monsieur Thalès un jour a tout inventé? Donc évidemment, c'est ce genre de choses que l'on déconstruit et l'idée de le déconstruire, c'est effectivement d'apporter des choses suffisamment riches avec donc un vrai récit d'histoire authentique pour permettre effectivement de remettre les choses au bon endroit. Là, pour l'instant, l'étude est encore en cours, en train de se terminer, mais c'est plutôt optimiste dans l'idée que effectivement, l'apport culturel va permettre de mieux comprendre ce que sont les mathématiques et mieux comprendre comment elles fonctionnent. À partir de ces éléments, et pour poursuivre la réflexion, quelles sont tes perspectives de recherche à venir? Qu'est-ce qui te semble important d'aller investiguer? Alors, comme je le disais tout au début, moi, je vais rester dans des études qui se veulent quantitatives. Donc, l'un des développements qui, moi, va m'intéresser beaucoup, ça va être de suivre les élèves, non plus sur des tâches comme ça très ponctuelles, mais vraiment de les suivre sur une année, voire sur plusieurs années, en essayant d'avoir des dispositifs un peu longs, donc au moins sur plusieurs mois. Donc ça, c'est encore un autre travail, puisqu'il faut mettre en place cette fois-ci des séquences entières d'apprentissage, ou au moins des éléments assez récurrents d'utilisation de l'histoire des mathématiques. Donc ça reste dans le champ qui est celui qu'on a déjà évoqué. D'autres domaines sur lesquels je travaille, c'est l'un des éléments qui a été évoqué qui est évoqué dans la littérature internationale, c'est l'effet éventuellement positif de l'utilisation de l'histoire des mathématiques sur la motivation des élèves, sur leur engagement. Donc c'est quelque chose qu'effectivement on constate, que les enseignants constatent en général, mais sur lesquels on a assez peu d'études. Et donc là, il y a des dimensions psychologiques assez fines à aller étudier. Et donc ça, c'est tout un champ qui peut être aussi extrêmement riche en termes d'analyse. Et enfin, peut-être la dernière piste pour situer la poursuite de mes recherches. Donc l'expérimentation que j'ai évoquée portait plutôt sur des apprentissages assez élémentaires. En l'occurrence, c'était la numération et l'histoire de la numération, donc la manière dont on écrit les nombres. Donc il s'agira maintenant d'aller vers des connaissances plus complexes, comme le raisonnement, la démonstration, qui font partie pleinement des mathématiques, où là aussi l'histoire des mathématiques peut apporter, mais les études sont entièrement à construire. Et ça a l'avantage, donc, en s'intéressant à la démonstration, d'aller aussi vers des élèves plus grands, plus âgés, puisque l'histoire des mathématiques ne se résume pas à uniquement quelques élèves très jeunes. Elle peut être introduite tout au long du collège, au lycée, et voire même plus tard dans le supérieur. Quels conseils donnerais-tu aux enseignants qui souhaiteraient s'appuyer justement sur l'histoire et les récits pour enseigner les mathématiques? Quelles idées, quelles ressources est-ce que tu pourrais leur suggérer?
Donc, on l'a évoqué plusieurs fois, les programmes actuels de l'enseignement font souvent des références explicites à certains contenus. Je pense en particulier au programme de seconde actuel qui est très riche dans ce domaine. Et peut-être un point de vigilance, si je pouvais l'ajouter ici en termes de conseils, c'est d'être curieux et surtout d'être ouvert à beaucoup de cultures, de ne pas rester forcément centré sur ce qu'on appelle parfois la vieille Europe. Il y a énormément de mathématiques intéressantes et qui peuvent intéresser les élèves. J'ai évoqué la Chine, mais on peut parler aussi de l'Amérique latine. Les Mayas ont produit des mathématiques fort intéressantes. Et sinon, donc, au niveau des publications, il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont sortis assez récemment, dont je peux vous donner les titres. Donc, il y en a un qui s'appelle « Passerelle, enseigner les mathématiques par leur histoire au cycle 3 », donc coordonné par Marc Moyon et Dominique Tournès. Donc ça, c'est publié par l'ARPEM. Donc ça, c'est plus qu'un ouvrage, en fait, c'est un fichier dans lequel il y a à la fois les activités et à la fois un éclairage historique, ce qui est en fait une sorte de clé tout en un, qui permet à l'enseignant à la fois d'avoir l'activité et à la fois le contenu historique. Et pour les élèves plus grands, 2 ouvrages, donc un qui s'appelle « Faire des mathématiques avec l'histoire au lycée », d'Evelyne Barbin chez Ellipse. Donc là, par contre, c'est uniquement du contenu historique avec des pistes, des potentialités d'utilisation. Et enfin, là, par contre, c'est sorti très récemment, un ouvrage qui s'appelle « Vivre les mathématiques par des approches historiques ». Alors là, c'est vraiment pour le lycée aussi, mais là, ce sont, comme l'ouvrage Passerelle, des activités testées en classe par des enseignants et on a tout dedans. Donc voilà un certain nombre d'ouvrages qui peuvent être vraiment utiles pour qui voudraient se lancer, même à petite échelle. C'est souvent comme ça que la plupart ont commencé. Donc ça, c'était pour les publications papier. Il y a évidemment beaucoup de ressources en ligne. Je peux évoquer un site qui me tient particulièrement à cœur qui s'appelle Culture Math. Donc Culture Math, en fait, c'est un site qui est piloté par le CNRS et donc on a l'avantage d'avoir des contenus qui sont très solides sur le plan de la rigueur historique et qui vont donner effectivement à lire de manière très vulgarisée des épisodes de l'histoire des mathématiques sur des notions très particulières, sur des personnages aussi parfois particuliers. Un autre site que je peux évoquer, c'est un site qui est aussi piloté par le CNRS qui s'appelle Images des maths. Et Images des maths, alors c'est généraliste, mais en fait, il y a un sous-chapitre Histoire des maths dans ce site qui s'appelle Images des maths, qui, comme son nom l'indique, a plutôt pour vocation à mettre en avant des choses qui ont aussi des visuels qui peuvent être accrocheurs, et ça, ce sont des éléments intéressants. Et enfin, pour tous ceux qui voudraient s'impliquer un peu plus avant dans l'utilisation, il existe des collectifs, des groupes d'enseignants, en particulier dans toutes les régions de France, il y a des IREM, et donc dans ces IREM, dans tous, il y a un groupe d'histoire des maths, et ces groupes, en fait, sont l'occasion de venir échanger avec d'autres enseignants sur des idées d'activité, mais aussi d'échanger avec des chercheurs en histoire des mathématiques. C'est la particularité justement des IREM, de mettre ensemble à la fois les spécialistes d'un champ, en l'occurrence l'histoire des mathématiques, et les praticiens de terrain dans le cadre d'une recherche, en fait, ou d'une réflexion, même simplement, sur l'histoire des mathématiques en classe. Merci Thomas. Merci. Grâce à toi, nous avons compris que les mathématiques sont bien plus que des chiffres et qu'il faut aller bien au-delà pour les apprendre et les enseigner. Elles sont avant tout un outil pour représenter des problèmes, les comprendre et les résoudre, empreintes de culture et porteuses d'histoire avec un grand H et d'histoire au pluriel pour lui donner du sens. Grâce à ces 2 épisodes, j'ai d'ailleurs compris que toutes les notions mathématiques ont une histoire. Par exemple, nous devons à l'étude du ciel des Babyloniens nos mesures du temps et des angles en base 60, 60 secondes dans une minute et 360 degrés dans un cercle. Et ça m'a époustouflée. On espère que cet épisode vous a plu et vous a intéressé. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources utilisées et proposées pour aller plus loin sur le site de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France dans la rubrique Recherche. À bientôt.